Bonjour à tous, madame, messieurs. Crise anglophone, c'est la nouvelle expression qui parle ainsi. Le Vatican en médiateur, c'est le titre proposé par le journal ce matin. Le journal de tabloïd explique que l'émissaire du Saint-Père, en séjour de 24 heures à Bamenda, a demandé aux chrétiens de privilégier la voie du dialogue pour la résolution même de cette crise qui perdure, avant de mener donc d'autres discussions à huis clos avec notamment les forces vives de la région. C'est ce que le journal propose ce matin en page 3. Le journal parle également de Tchang avec les coupables désignés. Ngalebi Beye a tenu d'ailleurs pour premier responsable les promoteurs des agences de voyage en page 4 du journal. Et on parle de Yaoundé 1 avec la bagarre à l'université, aussi en page 3. Gabra Boulaye, on parle de l'insécurité au quotidien, c'est en page 2 du journal. Le Chan 2021 également, le Cameroun éclaboussé avec notamment la RDC qui est éliminée, qui soupçonne également le Cameroun d'avoir fragilisé son équipe via des tests de Covid frauduleux. C'est ce que le journal dit en page 10 ce matin. Et puis le journal disponible en kiosque sur le quotidien Le Messager, le quotidien Mutation, pardon, qui parle de Gabéji, ni TNT, ni argent. C'est le titre proposé par le journal pour parler notamment de quand le compte d'emploi, des milliards dépensés donc à perte pour le passage du Cameroun à la télévision numérique terrestre. C'est une question, mais le journal a mené l'enquête et c'est la suite de cette enquête également qui est révélée ce matin dans le journal en page 9. Le journal s'intéresse aussi à Douala où la mésaventure des poseurs de bombes s'achève également, on le voit à travers l'article ce matin qui rappelle un peu ce qui se passe. Ils sont venus du sud-ouest et également ont donc connu des difficultés à la suite de leurs exactions posées. C'est à découvrir dans le journal en page 5 de Mutation de ce matin. Et puis le journal Le Messager parle donc du mouvement pour la du Cameroun dans la tourmente à l'ouest du Cameroun. C'est à découvrir dans l'article, dans le dossier proposé par le journal, la page 3, la page 4. Le journal parle également de la sécurité routière avec le train de mesures du gouvernement en page 9. D'autres informations contenues dans le même tabloïd de ce matin. Le quotidien Le Jour parle donc de Cameroun, Guinée équatoriale. L'État a-t-il lâché à Freelance First Group? C'est une question également que se pose le tabloïd. On n'a pas vu l'État camerounais s'investir davantage à la suite notamment de toutes ces difficultés rencontrées par la structure. Le journal s'intéresse également aux nominations, à l'administration avec notamment ces nominations suspendues au ministère des enseignements secondaires pour corruption. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Le journal parle de Kumba où 2 enseignants ont été kidnappés, selon bien sûr le tabloïd. Cameroun Tribune n'évoque pas ces cas, mais parle plutôt de désarmement, démobilisation, réintégration, les voies de la réinsertion. C'est à découvrir dans le journal ce matin. C'est tout un dossier que je vous invite à lire aussi. Émergence parle plutôt de l'éducation avec la violence sexuelle dans les écoles. C'est ce que le journal propose. On parle également du Cameroun-Nigeria vers un tracé définitif de la frontière. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal L'économie quotidien parle notamment des perspectives économiques 2021 vers une augmentation des prêts improductifs pour les banques. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Et puis le journal Vision économique qui en kiosque s'intéresse à la chambre de commerce. Chronique d'une mort programmée pour mauvaise gestion. C'est le dossier proposé par le journal ce matin également. Le journal est donc revenu sur d'autres sujets aussi, tout comme le journal L'Équation de ce matin qui parle de la lutte contre les accidents de la route avec le gouvernement et notamment le Parlement qui valide justement de nouvelles mesures. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal et d'autres informations aussi parlant justement du tribunal criminel spécial. Paul Biya, favorable donc à la relax donc de Basile à Tanganakuna. C'est le journal qui propose également le sujet. Et le journal Kalaraki en kiosque parle de manœuvres de coulisses avec les dessous de l'arrêt des poursuites en faveur de Tanganakuna également. C'est une autre actualité également contenue dans le journal. Le journal parle aussi de Yaoundé où le régisseur est poursuivi par un condamné pour détention arbitraire. Ce sont là quelques informations à lire dans la presse que nous avons reçues à notre rédaction ce mardi. Donald Briskangan, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille Nélé. Bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons chaque mardi avec un plaisir égal. Merci d'être là. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Flavien Barondongo. Bonjour Donald Briskamgan. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, avec vous nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin. On parle de la crise anglophone, la nouvelle expression qui parle du Vatican médiateur. C'est également le titre proposé par le journal pour dire que l'émissaire du Saint-Père en séjour de 24 heures à Bamenda a demandé donc aux chrétiens de privilégier la voie du dialogue.
Bon, je ne sais pas si un médiateur fait 24 heures dans un pays, mais la chose qui est sûre, c'est que l'envoyé du pape était venu à Douala remettre le padium à l'évêque, à l'archevêque de Bamenda, le padium qui est un signe distinctif, une médaille qui fait de lui maintenant un prélat un peu particulier. Et il en a profité, bien évidemment, pour faire le tour des problèmes qui minent un peu l'Église catholique et pour remobiliser un peu non seulement la foi des catholiques, mais surtout pour le dire à chacun que nous devons tous, à chacun d'eux qui doivent comprendre qu'ils sont tous responsables de la paix, et responsables de la concorde dans un pays et que personne ne doit être mis de côté pour essayer de résoudre les problèmes sociaux. Des problèmes sociaux que l'on rencontre un peu partout à travers le monde. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il y a des problèmes sociaux, des crises sécuritaires. Vous savez, ne parlons pas des pays comme la Centrafrique ou bien, par exemple, la Casamance, où il y a des crises même de sécession depuis de longues années. Non, je pense que l'émissaire du pape a délivré un message d'amour, un message de prise de conscience pour tout le monde, pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Et il en a profité aussi pour dire auprès de Il a dit à la suite de ce qu'on observe dans les régions anglophones, la crise qui secoue donc ces deux parties du pays. Il ne pouvait pas éluder la réalité traumatique des régions anglophones, mais ce n'est pas son job. Mais il a dit qu'il a mis chacun face à sa responsabilité au niveau de la recherche de solutions. Et la recherche de cette solution, ce n'est pas, comme on dit, ne passe pas forcément par une médiation. Le prélat, c'est un prêcheur de paix, comme vous le savez. C'est un prêcheur de paix. Il est là pour prêcher la paix, des cœurs, la paix de Jésus-Christ, la paix et surtout la recherche du respect de la vie. Moi, je pense que c'est le plus important que nous devons retenir. Il a fait une messe qui a été très, très suivie, aussi bien par les catholiques que par les autres membres de la communauté nationale, des autres congrégations. C'est toujours un honneur d'avoir un émissaire du pape de Rome. Mais vous savez que le pape de Rome a honoré le Cameroun de sa visite au moins, je crois, 2 fois ou 3 fois. Je pense Jean-Paul II, il a été au Cameroun 2 fois. Il a reçu le président de la République 1 ou 2 fois. Donc moi, je pense que le Cameroun est un pays qui a une place particulière au cœur de la papauté, mais je pense que le voir comme un médiateur qui est venu passer 24 heures pour faire la médiation, moi je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Donald Brice Kamgan, c'est pas la même lecture que vous faites de la une de la Nouvelle Expression, c'est pas? Disons que la une de la Nouvelle Expression, c'est un peu la répercussion de l'espoir que suscite cette venue au Cameroun du cardinal Pietro Parolin qui s'est rendu à Bamenda dans le nord-ouest et a dû messe à la cathédrale Saint-Joseph de la ville, a discuté avec les fidèles à qui il a transmis un message de paix, a indiqué que le dialogue est la voie idoine à tout conflit, que la violence est à bannir. Le quotidien Nouvelle Expression ce matin porte cet espoir et je pense que on n'est pas encore dans la médiation. La désignation d'un médiateur passe par un processus qui est relativement complexe avec des négociations entre les protagonistes, les acteurs en présence. Mais je pense que c'est un message qui doit être saisi effectivement par les protagonistes de cette crise. Le pape François a régulièrement évoqué la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun dans ses homélies. Le Cameroun, vous le savez, est un pays majoritairement catholique. Le chef de l'État camerounais, sur le plan de la conviction religieuse, est un catholique, même si nous sommes dans un État laïque. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'institution religieuse est quelque chose de très respecté. Ce sont des conditions et des atouts qui auraient pu permettre que l'Église catholique, l'Église de façon générale, mais surtout l'Église catholique joue un rôle important dans la crise. Mais alors l'émissaire du Saint-Père insiste sur le dialogue. C'est à la suite de ce qu'il a lui-même observé comme difficulté dans ces deux régions en crise depuis quelque temps. Oui, le dialogue, c'est la voie de sortie de crise. C'est le moyen, disons, le plus
le plus idoine. Tout le monde parle de dialogue. Il faut effectivement que les bases du dialogue soient mises en place. J'évoquais tout à l'heure le rôle que l'Église catholique peut jouer effectivement. L'Église catholique qui au Cameroun a une certaine crédibilité, a des acteurs qui bénéficient d'une certaine position morale et qui peuvent jouer un rôle important. Pour autant, et ça c'est effectivement le plus important, pour autant que le gouvernement se montre ouvert, sincère, cette sincérité qui manque cruellement sur le chemin de la résolution de la crise anglophone. Vous avez des personnalités comme le cardinal Christian Toumi, le monseigneur Cléda, l'ancien président de la conférence épiscopale, archevêque du Douala aujourd'hui, qui peuvent jouer un rôle important, mais qui sont mis en minorité depuis plusieurs années par le gouvernement. D'accord, alors c'est un titre de la Nouvelle Expression ce matin qui parle du Vatican en médiateur, donc dans le numéro, l'émissaire du Saint-Père qui a séjourné 24 heures à Bamenda a demandé justement aux chrétiens de privilégier la voie de dialogue pour la résolution de cette crise qui perdure. Alors autre chose également dans le journal, on parle de Tchang ce matin également avec les coupables désignés par le ministre des Transports. Il pointe un doigt accusateur sur les responsables ou alors les promoteurs des agences de voyage. Moi, je pense que c'est une vision assez furieuse de la grande séance de travail qu'a tenue le ministre Ngale Bibeye à l'ouest après sa descente sur les lieux du sinistre. Le ministre Ngale Bibeye est descendu en compagnie non seulement de son ministre délégué, en compagnie des autorités administratives et judiciaires de la région de l'Ouest et surtout en compagnie aussi des patrons d'agences de voyage et même des syndicalistes, mais surtout des élus, des députés et des sénateurs. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils se sont tous rendus sur le lieu de ce sinistre où, jusqu'à dimanche dernier, les carcasses n'étaient pas encore dégagées. On se demande bien pourquoi. De toutes les manières, le ministre en a profité pour déposer une gerbe de fleurs sur ce lieu sinistre et en présence de la presse, parce que la presse, moi j'ai vu les images, a été fortement mobilisée. Et ensuite, cette presse qui a suivi, la suite, ça a été maintenant cette grande séance de travail organisée par le ministre des Transports qui a donné la possibilité à tout le monde de faire le tour de la réalité de cette catastrophe. Quels en sont les responsables? Désigner un coupable? Non, les coupables, c'est dépassé au tribunal. Mais les responsables, établir les responsabilités. Est-ce que c'est ce qui a été fait par le ministre et tous ceux qui ont assisté à cette riche séance de travail? Et bien évidemment, on ne pouvait pas exonérer les patrons des agences de voyage, non seulement qui font de la surcharge, non seulement qui font du transport clandestin, non seulement qui voyagent à des heures qui sont vraiment très très dangereuses, mais surtout qui ne respectent pas beaucoup un certain nombre de choses. Mais les patrons des agences de voyage ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi même les autres, c'est-à-dire notamment ce camion qui transportait ce carburant frelaté. Comment ne pas accuser ces personnes qui transportent des marchandises illicites et à des heures indues et dans des conditions pratiquement inacceptables. Bon, comment ne pas pointer un doigt accusateur justement sur les services de maintien de l'ordre qui sont responsables des contrôles routiers, aussi bien des contrôles de l'état des véhicules que des contrôles de la cargaison des véhicules transportant de marchandises et même du respect des normes en matière des passagers dans les bus. Donc il y a toute une chaîne de responsables qui ont été identifiés et moi je pense qu'il y a des résolutions qui ont été prises. Et l'une des plus fortes propositions qui a été faite dans cette grande rencontre a été peut-être la suppression des voyages nocturnes, comme on l'avait vu à une certaine époque avec le ministre Bello Bamaigari, mais qui a dû battre en retraite face à la levée de boucliers, même des transporteurs interurbains. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas chercher un coupable ou bien un bouc émissaire, comme semble le dire l'auteur de l'article de la Nouvelle Expression. S'il n'y a pas un bouc émissaire, il y a un adage qui dit la rue ne tue pas, c'est nous qui tuons. Effectivement, nous tuons par notre irrespect des mesures, notre violation des règles, bref, par tout un ensemble de choses qui favorisent les accidents. Et moi, je pense que l'heure n'est pas à la désignation d'un coupable, mais à l'identification des responsabilités et maintenant aux mesures qu'il faut faire pour essayer de juguler davantage les drames sur cet axe de la Bafoussam qui est particulièrement meurtrier. Alors, les responsables sont donc, ou tout au moins ciblés.
selon le journal La Nouvelle Expression. Également, le journal L'Équation parle notamment du gouvernement et notamment les parlementaires qui valident les nouvelles mesures du ministre des Transports. C'est à la suite notamment de ces rencontres qui se sont tenues dans la région de l'Ouest durant son séjour. Oui, j'ai retenu deux principales mesures annoncées par le ministre des Transports. Jean-Nes Marcelin Galébert a annoncé que des radars mobiles seraient introduits sur les axes Yaoundé-Bafoussam. Deux pour le moment. Voilà. Et puis la création des postes mixtes police-gendarmerie sur ces axes-là. Évidemment que dans l'urgence, c'est quelque chose qu'on peut saluer. Mais il faut que le gouvernement accepte d'aller dans le fond. Il faut que le gouvernement accepte de s'attaquer aux racines des accidents de la circulation. Ces racines, c'est essentiellement la corruption et la malgouvernance. Tout se résume à cela. Camille parlait tout à l'heure des conditions de création des agences de voyage. On peut évoquer la question de la surcharge sur la voie routière. On peut évoquer la question de la violation flagrante des dispositions réglementaires dans ce secteur. Pour le cas du drame de Tian dans la région de l'Ouest, vous savez que un camion qui transporte les produits pétroliers, d'abord les conditions de transport n'étaient pas celles requises. Ensuite, ce camion-là était accompagné par un douanier et un élément de force de défense. C'est une illustration parfaite justement de l'accompagnement de l'administration dans ce qu'on peut appeler la facilitation de ces hécatombes à répétition. Les accidents à circulation au Cameroun tuent presque au même titre que le paludisme, et un peu plus d'ailleurs que le paludisme. Oui. C'est extrêmement grave. Il faut que le gouvernement accepte d'aller dans le fond des problèmes. J'ai entendu le ministre des Transports, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, mais qui évoque la question de l'encadrement des voyages de nuit. Vous suspendrez les voyages de nuit, que les routes ne seront pas rangées. Vous suspendrez les voyages de nuit, que la question de la corruption, les 500 francs que quelques éléments de nos forces de défense, forces de maintien de l'ordre prennent pour laisser passer des bus de transport interurbain qui, au lieu de charger 70 places, sont à 80, 85, que vous ne réduirez pas de façon significative le nombre de morts par an sur la route. Ce sont ces questions-là qu'il faut adresser, et manifestement, le gouvernement semble faire dans le dilatoire, et on se retrouvera d'ici les prochaines années, d'ici les prochains mois, peut-être les prochaines semaines, avec d'autres drames. D'accord. Je pense Flavien Valou-Ndongo, pour terminer un peu ce que vient de développer assez brillamment Donald Brice, c'est qu'au-delà des causes directes ou indirectes qu'il vient de citer, il y a aussi ce fait que, en réalité, c'est une question de responsabilité personnelle. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, parce que quand un policier ou un gendarme prend de l'argent, ce n'est pas l'État qui a pris cet argent. C'est un individu qui, lui, maintenant, est en train de poser un acte qui peut avoir des conséquences. C'est un agent de l'État aussi. Maintenant, oui, mais un agent de l'État, mais ça ne veut pas dire que c'est l'État. C'est un agent de l'État. Et moi, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait. Il faut que l'État montre qu'il est en désaccord avec cette attitude en sanctionnant. Vous savez, c'est comme ça qu'on j'ai dénoncé l'autre jour, ici, sur ce même plateau, une pratique extraordinaire qui fait qu'il y a une préférence particulière pour certains gendarmes pour la brigade routière. C'est-à-dire que le gendarme qui est affecté à la brigade routière, donc au contrôle des véhicules sur la route, c'est un bonhomme qui est béni de Dieu. D'abord, il est sûr d'être en mesure de faire une cotisation de 50 000 francs par jour. Il est sûr de verser quelque chose à son commandant de brigade. Ça, c'est connu. C'est connu. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les différents secrétaires d'État à la Défense n'ont pas posé un regard assez précis sur cela. Mais là, passons. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, ça va s'arranger, et que M. Galaxy Toga, qui suit d'ailleurs très très bien la revue des grandes unes, pourra voir cela pour amener les commandants des brigades routières à beaucoup mieux encadrer leurs éléments. Mais maintenant, ce que je voulais dire par rapport à l'agent de douane et aux gendarmes, nous dit-on qui aurait convoyé le camion, rien n'est encore sûr. Bon, la seule personne capable de les identifier ou de dire la vérité sur eux, c'est le chauffeur. Le chauffeur du camion qui, lui, est encore vivant et encore en possession de tous ses moyens. C'est lui qui pourra nous dire. Parce que la douane s'est empressée de dire que non, aucun de ces éléments n'était là. Mais il peut y avoir un gendarme, un douanier, un vrai douanier qui porte sa tenue de douanier et qui n'est pas en service et qui sort. Il n'y a rien à faire dessus. Moi, je pense mais qui est douanier quand même?
Qui est douanier? Mais la douane n'a pas démenti, la douane a convoqué une réunion. Elle a démenti formellement qu'elle dit qu'il n'y a pas eu de douanier dans cette cabine, mais seulement c'est l'enquête seule maintenant qui va établir surtout le recoupement des déclaration de ce chauffeur qui, s'il y avait un gendarme, il pourra dire, un gendarme et un douanier, il pourra dire où il les a pris, pourquoi ils étaient là, et maintenant donner leurs identités. Mais tant que lui, de ce douanier-là, de ce chauffeur, ne pourra pas donner des éléments objectifs et vérifiables, on va toujours rester, moi je pense, dans le domaine de la spéculation. D'accord. Alors c'est un sujet qui fait le tour de la presse ce matin également, au lendemain de la visite du ministre des Transports sur le site les Catombes, à l'ouest du Cameroun. Et là, Mutation est revenue également sur un fait, tout en rappelant, parlant de Gabéji, ni TNT, ni argent, on le voit bien. Il était question en tout cas de mettre en place une structure permettant d'améliorer la qualité de l'image. Et bien entendu, on a évoqué le fait donc d'avoir justement la télévision numérique terrestre et tout le processus qui avait été mis en place, annoncé à grand renfort de publicité. On le voit qu'il n'y a pas eu avancé dans ce sens, mais beaucoup d'argent débloqué pour la question. Alors, Mutation fait bien ce matin de parler de Gabéji parce que vous savez qu'il y a quelques années, le gouvernement a fait une grosse communication autour de la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, la TNT, et a débloqué beaucoup de milliards de francs CFA pour cette migration-là, invitant d'ailleurs le consommateur à s'adapter, en acquérant notamment les télévisions numériques et en jetant, et à l'époque justement, les appareils à tube cathodique. Alors, ces appareils sont tous dans nos ménages, je ne sais pas si vous en avez. Et qui fonctionnent toujours. Et qui fonctionnent normalement. Alors, le projet semble enterré. Et donc, Mutation, depuis quelques jours, a trouvé intéressant, et ça c'est le travail de la presse, de dépoussiérer cette affaire et de s'interroger. Où est l'argent? Et puis où est la TNT? On a constaté ce matin qu'il n'y a ni TNT ni argent. Alors, les principaux acteurs de cette migration, de cette mutation, qui disait-il était une mutation technologique nécessaire, indispensable. Beaucoup de pays africains l'ont déjà fait. Avec un délai annoncé. Alors, avec des échéances annoncées, reportées plusieurs fois, mais jamais arrivées. Les responsables, les ministères de la communication, notamment et le ministère des Postes et Télécommunications, qui sont des acteurs de premier plan dans cette migration-là, eh bien, les responsables sont en place au sein de l'appareil gouvernemental sans que l'on ne puisse comprendre ce qui a dû se passer avec de l'argent du contribuable évidemment engagé, sans rendre compte. C'est aussi cela la malgouvernance. Camille Nelly. Mais c'est aussi cela l'argent. C'est aussi cela le devoir de la presse, c'est-à-dire que savoir chercher la bonne information, savoir poser les grandes interrogations et maintenant savoir mettre même le gouvernement face à ses responsabilités au niveau de la gestion de certains de ces grands communs. L'affaire de la TNT, vous vous souvenez très bien, elle a fait énormément de bruit dans ce pays. Et comme avant elle, il y avait une autre, l'affaire de l'arrimage de Cameroun sur satellite, à l'époque du ministre Akam Fomo, et avec son fils, qui avait été attributaire de ce marché à hauteur de de quelques milliards. Le fils a disparu, il n'y a pas eu d'arrimage sur satellite. Et le ministre lui-même de la communication, de cette époque-là, qui est encore en vie, n'a pas apporté de suite. Et le ministre des Finances, qui a débouclé l'argent lui-même, on n'en a plus entendu parler. Alors aujourd'hui, Mutation déterre une véritable momie qui a certainement fait sursauter beaucoup de personnes ce matin et qui devrait inciter, et la CONAC et toutes ces structures vouées à la lutte contre la corruption et à la malgouvernance à regarder un peu de près et à se dire que mais au fait, mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette affaire? Mais normalement, on ne devrait pas attendre que ce soit la presse qui dénonce. On devrait s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui sont là pour demander mais au fait, telle chose, pourquoi ne marche-t-elle pas? N'y avait-il pas eu de l'argent qui avait été débloqué pour cela? Alors moi, j'ai beaucoup aimé le titre de Mutation, ni TNT, ni argent. Alors, où est la TNT, où est l'argent et pourquoi? Bon, le principal responsable est encore en fonction. Il pourra toujours apporter des réponses si jamais on lui pose des questions. D'accord, alors c'est Mutation qui est disponible ce matin parlant de Gabéji. Ni TNT, ni argent. Vous aurez l'occasion de lire l'article ce matin également. Alors, autre chose, Émergence parle d'éducation avec la violence sexuelle dans les écoles, de plus en plus.
Oui, Émergence s'inspire ce matin d'une décision rendue par le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Todigua, le professeur, qui a sanctionné, qui a relevé précisément de ses fonctions un directeur d'une école publique à Bafia, dans le département du Mbaminoubou, dans le centre. Cet enseignant-là, ce directeur d'école précisément, est accusé de violence sexuelle sur des élèves, sur des mineurs. Alors, c'est une question qui est importante parce qu'effectivement, il y a une recrudescence des violences en milieu scolaire, notamment des violences sexuelles. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Le plus souvent, les victimes se muent dans le silence, parfois avec la complicité des familles qui, craignant le regard de la société sur les victimes, préfèrent garder le silence et donc perpétuent les actions de violence sur les jeunes filles notamment. C'est une question qui mérite d'être adressée et les ministères qu'on n'entend pas souvent beaucoup, le ministère notamment des Affaires sociales, de la promotion de la femme et de la famille, sont fortement interpellés. Voilà. Non, c'est une affaire qui a provoqué un grand émoi dans la société camerounaise. Et moi, je pense que nous ne devrons pas, les choses ne devraient pas s'en tenir juste à l'éviction aux responsables d'une école. Et moi, je pense qu'il faut une sanction sévère et exemplaire. Et même maintenant, prendre des dispositions, même sur le plan législatif, pour que les responsables comme ceux-là, responsables de l'avenir des enfants, de l'éducation des enfants, c'est-à-dire que pris dans ce genre de travers, puissent être sévèrement, mais alors très sévèrement sanctionnés. Moi, je pense que le fait de l'enlever, il va rester au quartier pendant quelques temps, il va même peut-être changer de ville ou de région, mais toujours est-il qu'il pourra toujours continuer parce que c'est déjà un prédateur sexuel. Et des prédateurs sexuels, il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup dans nos écoles, il y en a beaucoup dans nos lycées et collèges. Donc moi, je pense qu'il faudrait que même sur le plan législatif, et moi je pense que c'est ça le rôle aussi des députés, il faudrait prévoir une législation dure, sévère contre les prédateurs sexuels dans les établissements scolaires dans lesquels nous envoyons nos enfants. Alors, le messager de ce matin parle du MRC dans la tourmente, c'est dans la région de l'Ouest du Cameroun. On voit bien à travers des faits comme la corruption, le détournement et autres qui sont évoqués à la suite de ces militants qui sont tout au moins dépassés par les événements. Oui, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a pris une série de sanctions contre certains de ces militants dans la région de l'Ouest, ces militants qui sont accusés de corruption, mais aussi de trahison, de collusion. La formation politique a pris des exclusions, des blâmes à l'encontre de ces personnes qui ont été incriminées. C'est un peu, on va dire, ce qu'on attend lorsqu'il y a des faits avérés après enquête, évidemment après audition des personnes mises en cause dans le cadre du fonctionnement d'une organisation, et bien de prendre des sanctions pourvu que celle-là effectivement respecte les textes de base de la formation politique. Le MRC, qui est aujourd'hui le principal adversaire du pouvoir, ne peut pas se permettre effectivement d'avoir dans ses rangs, si les faits sont avérés, des personnes qui jouent pour son adversaire. Et donc, le parti peut estimer qu'il est bon de faire le ménage tant que cela assure sa cohésion. De se débarrasser de ce qui perturbe le fonctionnement du parti. C'est la même lecture que vous faites, Camille Nélé, le MRC qui est dans la tourmente finalement, dans ces militants qui créent un peu de désordre. C'est la preuve par la tourmente que le MRC n'est pas un parti créé par Dieu et il n'est pas composé que de militants angéliques et de militants qui sont surhumains. Cela prouve que le MRC est un parti comme tous les autres, dirigé par des hommes qui ont des qualités et des défauts et qui peuvent tomber dans des travers et qui peuvent exactement faire la même chose que les autres ont toujours fait dans d'autres partis ou font dans d'autres pays. Moi, je pense que ce qui se passe dans le MRC aujourd'hui n'a rien d'extraordinaire. C'est ce que l'on trouve dans beaucoup de partis, même parmi les partis qui viennent de naître, vous entendez parfois des grincements de dents ou des cris d'orfraie pour la gestion de cela. Mais le MRC est un parti comme tous les autres, qui a des hommes qui ont des tentations, qui ont des convoitises, qui peuvent
tomber sous le coup de malversation exactement comme tous les autres. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on va en faire une tarte à la crème. Le MRC, c'est un parti politique comme tous les autres, et il n'y a pas que des anges là-dedans, il n'y a pas que non plus que des démons dedans. Mais toujours est-il que c'est un parti aujourd'hui qui démontre que tout ne s'y passe pas forcément comme dans tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes à l'intérieur de ce parti. Alors, donc il faut respecter les directives de la hiérarchie, je veux dire du parti, et lorsqu'on ne le fait pas, on se voit donc se mettre de côté. C'est ce que le parti a fait à l'ouest du Cameroun. On va dire un mot sur ce que la presse propose également depuis le début de la semaine, et même la semaine dernière. Kalaraki est revenu ce matin sur les dessous même de l'arrêt des poursuites en faveur d'Atangana Kouna, du temps où il était encore directeur général de la Camwater. Certains tabloïds ont évoqué hier, aujourd'hui d'autres sont revenus sur le même sujet, Kamineli. C'est le gros sujet qui anime la chronique judiciaire depuis le début de la semaine, depuis que, dans le week-end déjà, la prescription du secrétaire général à la présidence avait rendu public la décision de l'arrêt des poursuites à l'encontre de M. Atangana Kouna. Il faut dire que le travail qu'a fait Kalara ce matin, c'est un travail de professionnel. C'est-à-dire que Kalara n'a pas fait que répercuter l'arrêt des poursuites, mais expliquer comment ça se fait, comment cela est-il possible et comment en est-on arrivé là. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. M. Atangana Kouna a été déjà condamné à payer 1 milliard de francs dans une première affaire avec M. Massar. Dans une deuxième affaire, c'est encore 1 milliard de plus. Et M. Atangana Kouna a choisi la solution prescrite par l'article 18 du Code d'instruction criminelle du tribunal spécial, qui dit que au cas où l'inculpé restitue l'objet du corps du délit, le ministre de la Justice on dit bien peu, parce qu'on a vu des personnes qui ont remboursé le corps du délit, mais le ministre... Et qui restait toujours... qui sont restés toujours poursuivis. Bon, et on a vu aussi des cas, comme un cas bien cocasse, où le corps du délit a même été remboursé contre un directeur général d'une certaine entreprise que l'on connaît bien, qui avait été inculpé pour le détournement de 180 millions de francs. Les 180 millions de francs ont été arrêtés, ont été restitués, mais la poursuite ne s'est pas arrêtée. Ce directeur général croupi en prison, condamné à 15 ans d'emprisonnement, enfin, bien que le corps du délit ait été restitué. Mais dans le cas d'espèce, on voit que M. Atangana Kouna a saisi le président de la République, et le président de la République a tout simplement saisi non seulement les institutions qui sont de souveraineté, qui sont en charge de ce genre de choses, à savoir le ministère des Relations extérieures, le ministère de la Justice et bien évidemment le ministère de la Défense. Donc, on comprend bien qu'il faut lire il faut lire pour comprendre, parce qu'il faut lire et comprendre le mécanisme. C'est surtout le mécanisme. 30 secondes, vous dites un mot. Oui, c'est pour sortir de l'émission. L'affaire Basila Atangana Kouna montre très bien que l'institution judiciaire n'est pas indépendante au Cameroun et que elle est sous le contrôle du politique et notamment du pouvoir exécutif qui peut en user. Évidemment, les dispositions du TCS permettent l'arrêt des poursuites en cas de remboursement du corps du délit. Certaines remboursements l'a dit et d'autres, on se souvient de l'affaire Manadama et bien d'autres aussi, d'accord. Merci à vous. La presse est disponible en kiosque, les lecteurs vont lire ce que les journaux ont proposé. Alors, bonne journée à vous. Demain, 9h20 sur Equinox pour la 3e de la semaine.